Bonjour à tous. Les tardigrades ont progressivement été popularisés auprès du grand public ces dernières années, notamment à cause de leur capacité de survie qui semble à première vue un peu extraordinaire. En général, on se contente d'énoncer ces capacités et de s'arrêter là, tout en gardant le mystère et en laissant libre cours à toutes les interprétations possibles. Dans cette vidéo, ce sera un peu différent. Les performances de survie seront détaillées mais également expliquées, et vous verrez qu'elles sont impressionnantes, mais pas si extraordinaires que ça quand on connaît leurs secrets. Il s'agit d'un sujet qui nécessite de maîtriser des notions diverses de chimie, de biochimie et bien sûr de biologie pour être compris dans son intégralité. Mais je vais simplifier toutes ces notions et à la fin de cette vidéo, la résistance des tardigrades n'aura normalement plus de secret pour vous. Toutes les notions abordées sont sourcées. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un drive qui répertorie toutes ces sources, ainsi que des explications supplémentaires si vous souhaitez en savoir plus sur certaines notions abordées ici, car elles sont pour la plupart très vulgarisées. Cette vidéo se divise en 6 grands chapitres. Tout d'abord quelques notions et contextes pour essayer de définir un minimum ce qu'est la vie et ce que l'on entend par vivant. Suivi de quelques notions de base sur les tardigrades. Nous parlerons ensuite de la résistance aux radiations, mais plus important encore de la raison de cette résistance. Nous ferons également la même chose avec les autres types de résistance que possèdent les tardigrades. Puis dans les 2 derniers chapitres, nous replacerons ces faits dans leur contexte, afin de comprendre l'origine de ces facultés. Qu'est-ce que vivre ? Eh bien, en réalité la réponse est très difficile à donner. Si vous posez la question à plusieurs biologistes, il est probable que chacun d'entre eux vous donnera une réponse différente, car il n'y a pas vraiment de consensus international sur cette question. On peut, en revanche, donner quelques critères qui s'apparentent aux vivants, des manières de le reconnaître en somme. Les êtres vivants ont un métabolisme, ils produisent et consomment de l'énergie pour se maintenir dans un état de fonctionnement biochimique. Ils ont également tendance à croître, c'est-à-dire qu'ils grandissent aussi bien par la taille de leurs cellules que par le nombre de ces cellules pour les organismes multicellulaires. Un autre critère assez commun est qu'ils se reproduisent. Ensuite, nous avons un critère qu'on peut considérer universel. Dans toute structure vivante, on va retrouver une organisation moléculaire très complexe. Il y a également l'homéostasie, qui est le fait de réguler son milieu interne en fonction des conditions extérieures. Et enfin, la réponse aux stimuli. Le simple fait de frissonner en réponse au froid, par exemple, est une réponse à un stimulus. Ce sont des critères possibles, mais il peut arriver que dans certaines conditions, des êtres vivants ne répondent plus à l'un de ces critères. Par exemple, les virus ne sont en général pas considérés comme vivants, car ils n'ont pas de métabolisme propre. Ils utilisent celui de leurs cellules hôtes. Par contre, ils se reproduisent et ont une organisation complexe eux aussi, mais on ne les définit pas comme des êtres vivants. Il peut également arriver que des êtres vivants se retrouvent temporairement avec un métabolisme dont l'activité est indétectable, c'est-à-dire presque totalement arrêtée. Dans ce cas, la croissance, la reproduction et l'homéostasie sont également stoppées. La réponse aux stimuli, en revanche, peut encore exister. C'est d'ailleurs par des stimuli assez inattendus que l'activité biologique reprendrait si l'arrêt était temporaire. Il ne reste donc que l'organisation complexe en tant que valeur sûre pour détecter un être vivant. Mais elle n'est en soi pas suffisante, car il existe beaucoup d'autres structures dans la nature qui ne sont pas celles du vivant, mais qui sont néanmoins très complexes. C'est une notion à avoir à l'esprit, notamment pour tout ce qui concerne l'exobiologie, car nous pourrions rencontrer des formes de vie en sommeil sans nous apercevoir qu'elles sont bien vivantes. C'est un peu cette leçon que va nous donner le tardigrade. En résumé, le vivant est une notion assez vague, que nous avons beaucoup de difficultés à définir avec précision. La frontière qui sépare le vivant de l'inerte est très diffuse et ne peut pas être vue comme une ligne bien tracée qui séparerait l'un de l'autre. D'autant plus que les formes de vie en sommeil peuvent brouiller les pistes. Pour aller un peu plus loin, nous pouvons catégoriser les formes de vie que nous connaissons en fonction de leur capacité à ralentir leur métabolisme. Même s'il existe des variations en fonction des individus et de l'activité physique, nous allons considérer que l'être humain n'est généralement pas capable de ralentir son métabolisme. Nous dirons donc que son niveau métabolique est de 100% en toutes circonstances, ce qui n'est pas le cas des animaux qui hivernent par exemple, et plus encore des animaux qui hibernent, où le ralentissement est encore plus avancé. Pour les plus efficaces dans ce domaine, on trouve des animaux capables de geler et donc de ralentir très fortement leur métabolisme, et enfin ceux qui peuvent littéralement le stopper, ou du moins descendre à des niveaux où il est indétectable. C'est le cas des rotifères, mais également des tardigrades qui nous intéressent ici. La vie est donc parfois très relative du point de vue du temps. Qui dit vie dit également environnement,
Vous voyez ici un diagramme de transition de phase de l'eau, et il est en général admis que la vie évolue et prospère dans les environnements où de l'eau liquide existe. Or, il y a deux paramètres essentiels à respecter pour que de l'eau liquide puisse exister, la température, mais également la pression. Nous avons coutume de dire que l'eau gèle à 0 degré et bout à 100 degrés, mais ça n'est en réalité valable que dans notre atmosphère au niveau de la mer, car sa pression est d'1 bar. En haute montagne, ça n'est déjà plus tout à fait vrai. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment trouver d'eau liquide stable sur Mars, car avec 6 millibars, la pression de l'atmosphère martienne est bien plus faible que la nôtre. La glace va se sublimer directement en vapeur si la température augmente sans passer par le stade eau liquide. Nous considérons donc que les environnements habitables, dans la mesure de ce que l'on peut imaginer, sont nécessairement inclus dans cet intervalle de température et de pression, où l'eau liquide peut exister. À première vue, on ne s'attend pas à trouver des formes de vie qui supportent des conditions qui sortiraient de cette zone. La vie s'adapte cependant à des environnements variés. Nous pouvons distinguer deux types de formes de vie. D'un côté, ce que nous appellerons les formes de vie classiques, et de l'autre, les extrémophiles. Il s'agit surtout d'un point de vue humain, car les classiques sont simplement les formes de vie qui sont adaptées à des habitats proches du nôtre, habitats qui respectent des intervalles de conditions, considérés comme tempérés. La pression par exemple, trop basse il n'est plus possible de respirer, mais trop haute l'organisme serait comprimé et mourrait. C'est valable également pour la température. Trop froid ou trop chaud et l'organisme ne pourra plus réguler sa propre température interne pour lutter contre l'écart avec l'extérieur. L'humidité, le taux des gaz dans le mélange respiré ou encore le pH, en particulier pour les formes de vie aquatiques, ne doivent pas non plus s'écarter d'un intervalle assez restreint. Ces conditions sont essentielles à la survie. Pour les extrémophiles, c'est la même chose. Ils ont besoin de conditions précises pour survivre, mais ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Elles sont de notre point de vue extrêmes. On trouve des extrémophiles vivant dans l'acide, d'autres à haute température, dans le sel, à haute pression, etc. Il existe également des polyextrémophiles qui cumulent plusieurs de ces conditions extrêmes nécessaires à leur survie. C'est le cas notamment des formes de vie qui colonisent les alentours des fumeurs noirs au fond des océans, où la pression est très forte et la température très élevée. Si vous mettez ces extrémophiles dans notre environnement, vous les tuez, car ils sont adaptés à un environnement qui n'est pas le nôtre. Ils ne sont pas plus résistants que les classiques, ils sont simplement adaptés à un environnement différent. À cela, nous pouvons ajouter une troisième catégorie, les extrémotolérants. Un extrémotolérant est un organisme qui va vivre et prospérer dans un environnement classique, mais qui va supporter une exposition à un environnement extrême sans être tué. Et notamment parce qu'il va contourner ce changement d'environnement en ralentissant son métabolisme pour pallier cette perte de conditions favorables à sa survie. Notre modèle d'extrémotolérant est donc le tardigrade, qui est un phylum composé de nombreuses espèces. 1300 ont été répertoriés jusqu'à maintenant, mais il est estimé qu'il en existerait environ 2600 sur l'ensemble de la planète. Il est également appelé ourson d'eau, en raison de son aspect. C'est un animal microscopique qui mesure en moyenne 0,5 mm. Il a été observé pour la première fois en 1773 sur le territoire de l'actuelle Allemagne, notamment grâce à la récente disponibilité des microscopes à cette époque-là. La présence des tardigrades est généralisée à l'ensemble des habitats où de l'eau liquide existe, au moins périodiquement, ce qui inclut pratiquement toute la planète. Notons bien que c'est un animal purement aquatique. Il respire le dioxygène dissous dans l'eau, il ne peut pas respirer le dioxygène de l'air. Et cela va avoir son importance dans le chemin évolutif qu'il aura suivi. Le tardigrade est un phylum assez ancien. L'histoire très résumée de l'évolution de notre planète est représentée ici, à l'échelle. Nous avons tout d'abord le précambrien qui s'étend de moins 4,6 milliards d'années à moins 540 millions d'années, où démarre le cambrien. Cette période est marquée par ce que l'on appelle l'explosion cambrienne. C'est simplement parce que durant le précambrien, la diversification a été plutôt lente, tandis que durant le cambrien, de nombreuses nouvelles formes de vie complexes ont émergé relativement rapidement. La biodiversité a donc explosé sur plusieurs millions d'années durant cette période du cambrien, et c'est précisément durant cette période que le phylum tardigrade apparaît lui aussi. Nous pouvons dire très grossièrement que les tardigrades existent en tant que phylum depuis environ 500 millions d'années. Mais attention, ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ils ont évolué, et les espèces existantes à l'époque ont disparu depuis longtemps. Les tardigrades d'aujourd'hui sont cependant leurs descendants directs. Les tardigrades sont bien des animaux complexes. Dans la classification actuelle des formes de vie, ils font partie des eucaryotes. Leurs cellules ont donc des noyaux et des compartiments, et bien d'autres choses typiques des eucaryotes. Ce sont des animaux métazoaires. Ils sont donc multicellulaires et se nourrissent de matières organiques nutritives qu'ils assimilent. Ce sont également des bilatériens.
leur organisation anatomique étant symétrique entre la droite et la gauche, néphrozoaires également, car possédant de vrais systèmes de digestion et d'excrétion, tout comme les humains qui sont également des néphrozoaires, mais les tardigrades sont eux des protostomiens. Contrairement aux humains, les critères étant surtout embryologiques, ecdysozoaires, pour des critères morphologiques et liés à la reproduction principalement, panarthropodes, car ils possèdent un corps divisé en segments, des appendices et un système nerveux typique, tout comme les arthropodes, ce qui rend donc les tardigrades très proches des araignées et des scorpions, qui sont les arthropodes les plus connus. D'ailleurs, les tardigrades semblent avoir suivi un chemin évolutif orienté vers la miniaturisation, tout comme les araignées, les scorpions et d'autres animaux proches, qui ont également réduit leur taille au cours de l'évolution, ce qui est à l'opposé de certaines autres évolutions bien connues. Les dinosaures non aviens par exemple étaient issus de petits reptiles ayant fini par atteindre des tailles gigantesques et des masses de plusieurs tonnes, mais eux ont disparu. La miniaturisation est donc peut-être bien une des meilleures solutions évolutives. Comme nous l'avons dit, les tardigrades sont aquatiques. Et à l'origine, comme tous ceux qui vivaient à l'époque du Cambrien, ils étaient uniquement océaniques. Ce n'est que plus tard que certains tardigrades ont migré vers les terres émergées. Actuellement, il existe donc des tardigrades purement océaniques et d'autres spécialisés dans la vie sur les terres émergées, mais tout de même en milieu possédant des niveaux minimums d'humidité, ce qui exclut les déserts hyperarides chauds. Ils sont donc retrouvés dans tous les environnements continentaux, les rivières, les lacs et les mares par exemple, mais plus étonnant pour un animal aquatique, également dans les forêts, les prairies, les montagnes et même en Antarctique. Ce que l'on oublie souvent de préciser, c'est que les tardigrades océaniques n'ont pas de capacité vraiment spectaculaire. Ceux qui vont réellement repousser les limites de la survie sont les tardigrades terrestres, ceux qui vivent dans les environnements où la présence d'eau n'est pas continue, et nous allons voir qu'il y a peut-être un rapport. L'une des capacités les plus populaires est la résistance aux radiations. Pour essayer de mettre un peu cela en perspective, nous allons comparer avec la résistance théorique des êtres humains, ici avec des rayons gamma. Si vous exposez un groupe d'humains à une irradiation de 5 grés, la moitié d'entre eux va statistiquement décéder très rapidement des suites de l'exposition. 5 grés est donc la dose médiane de mortalité pour l'être humain. Mais pour les tardigrades, de l'espèce Milnesium tardigradum, qui ont été testés dans une étude publiée en 2006, les groupes de tardigrades ont vu leur dose médiane de mortalité apparaître à 5000 grés, soit 1000 fois la dose humaine. Concrètement, les tardigrades de cette espèce sont 1000 fois plus résistants que les humains. Notons que le gré est une unité qui signifie que vous subissez un rayonnement qui vous envoie une énergie exprimée en joules, mais en tenant compte de votre masse. Un humain a une masse généralement supérieure à 60 ou 70 kg, mais un tardigrade a une masse infime en comparaison, quelques microgrammes tout au plus. Faut donc tenir compte de la proportionnalité. En calculant très grossièrement, si un humain et un tardigrade étaient tous les deux exposés à la même source de radiation, 200 microjoules suffisent pour exposer un tardigrade de 40 microgrammes à 5000 grés. Mais 500 joules sont nécessaires pour exposer un humain de 100 kg à seulement 5 grés. Cela dit, le tardigrade a un volume nettement inférieur, ce qui limite dans les mêmes proportions les radiations qui l'atteignent. Le gré ne doit pas être confondu avec le sievert, qui lui mesure les rayonnements que vous absorbez réellement, et pas ceux qui sont émis vers vous. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un résultat très impressionnant, même s'il était nécessaire de le remettre un peu en perspective, d'autant qu'il est conforté avec d'autres types de radiations qui ont également été utilisées, comme des ions lourds par exemple. Je vous invite à lire l'étude, dont le lien est disponible dans le drive en description. Mais que peut-on en conclure ? Est-ce que le tardigrade est invincible ? Pas vraiment. C'est une dose médiane de mortalité, ce qui signifie que la moitié du groupe ne survit pas, et les survivants eux-mêmes ne s'en sortent pas sans séquelles. On note des dommages corporels, des infertilités et une espérance de vie très réduite. Il est donc très résistant, sans aucun doute, mais pas invincible. Cette résistance est donc bien un fait, mais comment l'expliquer ? On trouve beaucoup d'hypothèses à ce sujet, notamment sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et des scénarios à première vue séduisants sont assez répandus. On évoque majoritairement une origine extraterrestre et parfois une exposition à des radiations ici sur Terre, ce qui expliquerait pourquoi il est adapté à y résister. Il y a d'autres explications moins intuitives, mais nous allons d'abord voir pourquoi les scénarios séduisants ont quelques faiblesses. Le premier problème pour invoquer une origine extraterrestre est la constitution même des cellules des tardigrades, qui sont des cellules animales eucaryotes, ce qui signifie entre autres qu'ils possèdent des mitochondries, tout comme nous, et qu'ils respirent du dioxygène. De plus, ils sont aquatiques et leur apparition est datée d'environ 500 millions d'années. Ils sont donc nécessairement apparus dans un environnement qui contient de l'eau liquide, dans laquelle est dissous du dioxygène, puisqu'ils y sont adaptés. Cet environnement est celui de la Terre d'il y a 500 millions d'années, et l'est toujours aujourd'hui. Mais est-ce que l'on trouve un autre environnement de ce type dans les parages ? Dans le système solaire, nous avons Mercure, or elle est très proche du Soleil, il n'y a pas d'atmosphère, pas d'eau, et encore moins de dioxygène.
Vénus a en revanche une atmosphère, mais il y fait plus de 400 degrés, la pression est 90 fois plus forte que sur Terre, il n'y a aucune trace d'eau ou de dioxygène. Et il est probable que ce soit le cas depuis bien plus de 500 millions d'années. Mars est une planète moins infernale, mais la pression est extrêmement faible. Il n'y a pas d'eau liquide à sa surface, ou alors très brièvement. Pas de dioxygène, et même si de l'eau liquide était présente en profondeur dans le sous-sol, il n'y aurait a priori pas de production de dioxygène car pas de photosynthèse dans le noir total. Depuis bien plus de 500 millions d'années, ici aussi. Les géantes gazeuses ou les géantes glacées ne peuvent pas héberger de vie. Quant aux lunes qui orbitent autour de Jupiter et Saturne, certaines possèdent bien des océans souterrains, mais la production de dioxygène est totalement exclue, même si des micro-organismes s'y étaient développés, la photosynthèse n'y apparaîtrait pas, car sous plusieurs kilomètres de glace, l'obscurité est totale. Or la photosynthèse est a priori le seul moyen efficace de produire du dioxygène en grande quantité, du moins compte tenu de nos connaissances actuelles. Il est possible d'invoquer une arrivée depuis un système solaire lointain dans un astéroïde, mais les distances sont tellement gigantesques que le voyage durerait des millions d'années. Le tardigrade a beau être résistant, il est impensable qu'un voyage aussi long dans le milieu interstellaire soit possible. Les seuls rayons cosmiques l'auraient littéralement vaporisé au cours de son voyage. Deux autres arguments peuvent suffire à réfuter cette hypothèse. Les tardigrades sont eucaryotes, mais ils possèdent également de très nombreuses similitudes génétiques avec le reste de la biodiversité. Ce qui signifie que si le tardigrade a une origine extraterrestre, alors c'est toute la biodiversité qui a cette même origine. Le dernier point est que les tardigrades océaniques n'ont pas ces capacités de résistance aux radiations. Or, ils furent les premiers. Ces résistances sont apparues beaucoup plus tard, lors de la colonisation de la terre ferme. Le scénario d'une exposition aux radiations des tardigrades terrestres a lui aussi quelques faiblesses. Premièrement, on ne trouve aucune trace d'un épisode radioactif ancien. La couche d'ozone était déjà formée au Cambrien, ce qui limitait fortement les ultraviolets. La magnétosphère qui protège la Terre d'une grande partie des radiations solaires et cosmiques existe depuis la formation de la Terre elle-même. Il n'y a a priori aucune source naturelle qui aurait pu pousser le vivant à s'adapter à une radiation ambiante élevée. Une radioactivité localisée n'est pas plausible au vu de la répartition mondiale des espèces résistantes qui sont partout sur la planète. De plus, les tardigrades terrestres ne sont pas les seules formes de vie qui tolèrent les radiations. Partout sur la planète, on trouve d'autres formes de vie résistantes. Les scorpions par exemple sont très résistants aux radiations, ou encore l'extrémophile Deinococcus radiodurans, qui surclasse le tardigrade en termes de résistance aux radiations, car lui a une dose médiane de mortalité qui avoisine plutôt les 50 000 degrés. Beaucoup de formes de vie ne sont quant à elles pas résistantes à ce type de stress. Il serait donc difficile d'expliquer leur survie si des radiations avaient imprégné l'environnement dans un passé lointain et poussé le vivant à réagir. Évidemment, le scénario expliquant cette adaptation n'est pas le plus intuitif, il nécessite une plus longue réflexion. Il nous faut comprendre le mécanisme qui se cache derrière cette faculté afin d'en tirer des conclusions plus vérifiables. Une question se pose, pourquoi les tardigrades terrestres résistent aux radiations ? Est-ce réellement leur objectif ? Pas tout à fait en réalité. Ils résistent aux conséquences des radiations. C'est là qu'est la subtilité pour comprendre la raison de cette résistance. Les conséquences qu'ont les radiations sur la matière vivante se trouvent être les mêmes que celles qui sont produites par la respiration et l'utilisation de dioxygène, l'éventuelle présence de substances toxiques et même la déshydratation. Ces conséquences se résument au stress oxydant, c'est-à-dire l'apparition d'une forte concentration de radicaux libres au sein des cellules de l'organisme. La résistance aux radiations n'est donc en fait qu'une capacité indirecte, l'effet bonus d'un mécanisme beaucoup plus généraliste. Pour essayer de comprendre cela un peu mieux, nous allons voir quelques bases de chimie. Les chimistes ne vont pas être contents car ce sont des représentations d'atomes très simplifiées. Les électrons ont un comportement bien plus complexe en réalité, mais un lien est également disponible dans les sources si vous voulez comprendre plus en détail l'organisation des atomes. Un atome est composé d'un noyau, lui-même composé de protons et de neutrons. Autour de ce noyau vont se trouver des électrons sur différentes couches. Là il s'agit d'un petit atome pour illustrer plus facilement, en l'occurrence du lithium. Lorsqu'il reçoit de l'énergie, ça peut être simplement de la chaleur, il va s'exciter en réponse à ce gain d'énergie. Mais si le niveau d'énergie reçu est trop important, avec par exemple un photon à haute énergie qui entrerait en contact avec lui, c'est donc une radiation gamma, l'électron de la couche externe va être éjecté de l'atome. On dit que l'atome est ionisé, et l'électron éjecté va devenir libre d'aller interagir avec d'autres atomes. Ces électrons libres vont être particulièrement néfastes en présence de dioxygène, car ils vont modifier son comportement et sa réactivité. Pour illustrer très simplement ce qui se passe dans un organisme, nous avons des molécules de dioxygène, là nous en représentons 2, mais il faut imaginer que l'on multiplie cela par des milliards de molécules. Les électrons libres générés par les perturbations ionisantes vont interagir avec ces deux molécules de dioxygène et former deux molécules appelées anions superoxydes, une espèce plus réactive que le dioxygène classique. Dans un atome ou une molécule, les électrons sont naturellement en binôme.
on dit qu'ils sont appareillés. Mais ces anions superoxydes possèdent un nouvel électron qui est seul. C'est ce qui va rendre la molécule plus réactive, car l'électron va chercher à s'appareiller avec un autre électron. Dans une cellule, beaucoup d'enzymes existent, et parmi ces enzymes on trouve la superoxyde dismutase, qui va prendre en charge ces anions superoxydes pour les neutraliser, en les mélangeant avec deux protons, ou noyaux d'hydrogène, que l'on trouve abondamment dans la cellule. Ce qui va redonner un dioxygène comme au départ, mais également un peroxyde d'hydrogène, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom d'oxygéné. Pour désinfecter vos blessures et tuer les bactéries, c'est très utile, mais à l'intérieur d'une cellule, c'est beaucoup plus problématique. Ce peroxyde d'hydrogène va réagir avec un autre électron libre pour se diviser en deux molécules plus petites. L'ion hydroxyde, qui n'est pas particulièrement problématique, mais la deuxième molécule est beaucoup plus ennuyeuse. Il s'agit du radical hydroxyle, et ce radical est le plus réactif de tous. Ce radical hydroxyle, représenté plus simplement ici en A1, a donc un électron manquant pour être à l'état d'équilibre. Il va donc voler un électron dans son environnement immédiat, ici à la molécule B1. Le radical redevient donc un banal ion hydroxyde, mais entre-temps, c'est la molécule B qui a vu son électron dérobé et qui devient le nouveau radical, puisqu'elle n'est plus à l'état d'équilibre. Comme sa structure s'est modifiée suite à cet électron manquant, la dénaturation est irréversible. Elle ne pourra plus accomplir ses fonctions normales, mais elle va en plus voler un électron à son tour pour retrouver un état d'équilibre. C'est donc une réaction en chaîne où chaque molécule dénaturée en dénature une autre. Cette onde de dénaturation peut concerner les protéines, les lipides et plus problématique encore, l'ADN. Il existe bien des systèmes de contre-mesure dans les cellules. Des molécules appelées antioxydants vont neutraliser ces radicaux hydroxyles en leur donnant l'électron manquant, mais sans eux-mêmes devenir des radicaux. Ils restent stables même en donnant ou en gagnant des électrons. Mais ce système a ses limites. Si les espèces réactives sont trop nombreuses, comme c'est le cas avec une forte irradiation, seule une petite partie sera neutralisée par les antioxydants. Pour se protéger de ce phénomène très néfaste, les tardigrades terrestres ont les antioxydants, comme toutes les autres espèces qui vivent en contact ou qui utilisent du dioxygène. Ils ont également un système de réparation de leur ADN très efficace, qui remplace les zones endommagées au fur et à mesure qu'elles sont attaquées par les radicaux hydroxyles. Ce système existe également chez la plupart des formes de vie, mais semble être encore plus efficace chez les tardigrades. Ce n'est cependant pas le système de défense le plus efficace, il en existe un autre. L'ADN des tardigrades est en fait recouvert par un bouclier qui empêche les radicaux hydroxyles de venir l'endommager. C'est cette astuce qui en grande partie rend les tardigrades beaucoup plus résistants que les autres au stress oxydant et donc aux radiations. Ce bouclier présent sur l'ADN est formé par une accumulation de protéines bien particulières qui ont été découvertes en 2016 et baptisées DSUP, de l'anglais Damage Suppressor. Prenons une cellule qui n'est pas protégée par ce système. Lorsqu'elle va subir un stress oxydant et une attaque massive de radicaux hydroxyles, la plupart des composants de la cellule vont être endommagés. Les lipides, les protéines et bien sûr l'ADN. Suite à cette tempête oxydante, la cellule aura subi de nombreux dommages, mais pire encore, son ADN sera totalement détruit et aucune réparation ne sera plus envisageable. La cellule sera morte. A l'opposé, une cellule de tardigrade qui est protégée par le bouclier formé par les DSUP va également subir des dommages au niveau des lipides et des protéines, mais son ADN ne sera pas impacté. La cellule disposera donc toujours des gènes codants nécessaires à son autoréparation, et ne mourra pas. C'est ce principe qui permet aux tardigrades de résister aux radiations, mais également à toute autre source de stress oxydant. Nous pouvons nous demander quelle est l'utilité de cette protection. Elle n'a en fait pas du tout vocation à protéger contre les radiations, mais plutôt contre d'autres sources de stress oxydant. Le principal phénomène contre lequel il se protège est en réalité la déshydratation et la privation de dioxygène, mais aussi son retour lors de la réhydratation. Et ces processus de déshydratation et de réhydratation sont de très gros générateurs de stress oxydant. Nous avions vu au début que les tardigrades pouvaient stopper leur métabolisme pour se protéger d'un environnement extrême. Mais pour ces animaux aquatiques, l'absence d'eau est en soi un environnement extrême. Ils vont donc pratiquer ce que l'on nomme la cryptobiose. La cryptobiose est un état de stase où des changements profonds se produisent. La principale voie de déclenchement de la cryptobiose est l'anhydrobiose, autrement dit la perte de l'eau corporelle. Quand le tardigrade est hydraté de façon normale, à 100%, son activité métabolique est maximale. Lorsqu'il vient à se déshydrater parce que son environnement s'assèche, il va progressivement passer dans un état où il se recroqueville sur lui-même et où 97% de son eau corporelle a disparu. Son activité métabolique descend à 0,01% de l'état actif, soit un 10 millième, ce qui rend l'activité indétectable. Quand son environnement se réhydrate, le processus s'inverse et le tardigrade retourne à un niveau normal d'hydratation et d'activité métabolique. C'est la raison pour laquelle on retrouve les tardigrades dans des environnements comme les forêts ou les montagnes. Ils vivent normalement durant les périodes humides
et se placent dans un état de stase lors des périodes sèches. Les tardigrades terrestres ne sont pas les seuls à posséder cette faculté. Il existe d'autres espèces qui utilisent la même technique de survie. Vous en voyez ici 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. La cryptobiose peut également être déclenchée par d'autres stimuli que la déshydratation. On trouve notamment le froid, qui va généralement induire une mise en stase par cryobiose. La forte présence de molécules solubles dans l'eau comme les sels, les sucres ou des composés toxiques peuvent également provoquer une entrée en stase par osmobiose ou chimiobiose, ou encore un manque de dioxygène dans l'eau entourant le tardigrade, ce que l'on nomme l'anoxybiose, mais qui est très peu étudiée. La technique se résume simplement en cessant de vivre temporairement pour ironiquement survivre. Actuellement, nous ne savons pas combien de temps peut réellement être maintenue la cryptobiose. Le record actuel est détenu par un tardigrade ayant passé 30 ans en cryptobiose en Antarctique, mais rien ne dit que des temps beaucoup plus longs ne sont pas envisageables. Il est difficile de dire quelle est la forme de cryptobiose primordiale, la première à avoir été utilisée. Mais il existe un environnement très commun où tout cela a pu émerger, les rivages. Avec les marées, plusieurs changements peuvent se combiner, le taux de sel, de dioxygène, et bien sûr la déshydratation quand l'eau se retire totalement en marée basse. Il s'agit donc peut-être d'un tout. La cryptobiose a malgré tout ses faiblesses. Le taux de survie des tardigrades qui la pratiquent n'est jamais vraiment de 100%. Une expérience de 1989 a montré cela sur une espèce très commune. Un groupe de tardigrades est déshydraté rapidement, les tardigrades se placent en cryptobiose, puis le groupe est réhydraté. Mais aucun n'a survécu. Un autre groupe est déshydraté, mais cette fois beaucoup plus lentement. Les tardigrades se placent en cryptobiose, puis le groupe est réhydraté, et cette fois 88% des tardigrades ont survécu. De plus, les chercheurs ont lancé un nouveau cycle, où cette fois ils ont déshydraté rapidement ces mêmes tardigrades qui avaient survécu. Et au moment de la seconde réhydratation, 60% des tardigrades étaient toujours survivants. Cette expérience nous apprend donc 2 choses. La première est que les tardigrades ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à la déshydratation, comme s'ils mettaient en place quelque chose pour la préparer. De plus, quelque chose est réutilisable pendant un certain temps, puisqu'ils survivent à une déshydratation brutale après une première déshydratation progressive. La seconde chose est que parmi les tardigrades en stase, certains ne se réveillent jamais. 10% de perte semble un ratio un peu élevé, mais c'est largement suffisant pour coloniser progressivement tous les habitats et s'y maintenir. Lors de cette cryptobiose, des compétences assez étonnantes apparaissent elles aussi, les fameux super-pouvoirs. Ils se mettent subitement à résister à des températures bien plus extrêmes que celles qu'ils supportent dans leur état actif, ce qui va de moins 273 degrés Celsius, soit pratiquement le zéro absolu, qui est la température minimale car où il y a absence totale de chaleur, et ce jusqu'à 150 degrés Celsius. Il résiste donc à une plage de température de 420 degrés Celsius, entre le minimum et le maximum. Pour la pression, qui est le second paramètre environnemental décisif pour la vie, la résistance est encore plus impressionnante, puisqu'ils peuvent survivre au vide total, soit 0 bar, autrement dit les conditions de l'espace interplanétaire, mais aussi à des niveaux de pression qui n'existent pas sur Terre. Du moins pas dans la biosphère. Pour trouver la faramineuse pression de 75 000 bars, il faut descendre profondément dans la croûte terrestre ou alors la générer en laboratoire avec de la technologie. Elle n'est pas disponible naturellement dans la biosphère. Et cette aptitude à la survie en environnement difficile a beaucoup intéressé la communauté scientifique. Plusieurs missions de tests dans l'espace ont été lancées. En voici 2 exemples. Et à chaque fois des tardigrades survivaient à ces conditions très difficiles. Maintenant, la question est de savoir comment ils font pour se placer dans un état de cryptobiose et en sortir en vie. D'autres formes de vie cryptobiotiques utilisent des sucres, comme le tréhalose, pour protéger leur organisme, mais chez les tardigrades, ils étaient très peu présents, voire totalement absents de leur organisme. À la place, 4 types de protéines ont été identifiées entre 2012 et 2015, chacune ayant un rôle protecteur dans une partie précise de la cellule ou dans l'espace entre les cellules. Combattre le stress oxydant est une condition indispensable à la réussite de la cryptobiose, mais ce n'est pas suffisant. L'eau et la vie sont intimement liées, y compris sur le plan structurel. Une perte d'eau cause immanquablement une dénaturation des cellules, sauf si on la remplace. Et c'est justement ce que nous allons voir. Les protéines et les lipides sont des composants fondamentaux de la vie. Les protéines sont des assemblages de briques de base appelés acides aminés. Et parmi ces acides aminés, au nombre de 20 dans le vivant, certains aiment l'eau. C'est-à-dire qu'ils vont interagir avec elle, ils sont donc hydrophiles. Et d'autres n'aiment pas l'eau. Ils n'interagissent pas avec elle, ils sont donc hydrophobes. De façon extrêmement schématisée, la plupart des protéines vont être composées de groupements majoritairement hydrophiles ou majoritairement hydrophobes, qui se placent les uns à la suite des autres le long d'une longue chaîne. Classiquement, les zones hydrophobes vont être cachées à l'intérieur des protéines repliées pour ne pas être en contact avec l'eau. Inversement, les zones hydrophiles vont être plutôt vers l'extérieur en contact avec l'eau. C'est cette configuration
qui va activement contribuer à la forme globale des protéines, appelée conformation. De nombreux facteurs entrent en jeu, ponts disulfure, interactions ioniques, etc. Mais l'idée est de bien mettre en évidence le rôle décisif de l'eau, c'est pourquoi nous mettons de côté ces autres paramètres. Si la protéine venait à être déshydratée, l'une des conséquences sera son dépliement. La protéine va perdre sa conformation, et lors d'une éventuelle réhydratation, il est peu probable qu'elle retrouve exactement la même conformation qu'à l'origine. Et c'est un problème, car la fonction de la protéine dépend de sa conformation. Cette protéine est donc devenue inutilisable. Imaginez que cela touche des milliards de protéines au sein des cellules de l'organisme, et dans ce cas le métabolisme est totalement détruit car les réactions ne se font plus. Une autre forme de dénaturation des protéines est l'agrégation. Les protéines se lient les unes aux autres. Car l'eau est un solvant, les protéines sont dissoutes dans cette eau et les groupements hydrophiles lient des liaisons avec l'eau. Si l'eau disparaît, les molécules vont se mettre à établir des liaisons entre elles plutôt qu'avec l'eau. Même en réhydratant, il ne sera plus possible de les solubiliser de nouveau. Et des protéines agrégées n'ont elles aussi plus de fonction. Les lipides, autre composant fondamental de la vie, fonctionnent sur un principe assez voisin. L'unité de base des membranes cellulaires, même s'il y a d'autres acteurs, comme le cholestérol par exemple, est le phospholipide. Un phospholipide a deux régions, l'une hydrophile et l'autre hydrophobe. Les briques de base que sont ces phospholipides vont s'agencer de manière à former une double couche, où les parties hydrophobes se regroupent et où les parties hydrophiles vont interagir avec l'eau. Et encore une fois, l'eau présente au niveau des membranes a une incidence sur la structure même que vont adopter les phospholipides. Si la membrane vient à être déshydratée, elle va se désordonner et les phospholipides vont changer de position. Lors de la réhydratation, la structure de la membrane ne sera jamais exactement la même que celle d'avant la disparition temporaire de l'eau et des fuites vont apparaître. Or, les fuites sont mortelles pour les cellules. Une cellule percée est dite en nécrose. C'est pour toutes ces raisons que l'eau est absolument indispensable à la vie et que le vivant n'a à première vue pas vocation à se déshydrater puis à se réhydrater. Les fameuses protéines des tardigrades ont, quant à elles, quelque chose d'un peu particulier. Elles ne s'organisent pas comme les protéines classiques. Elles sont dites désordonnées. Quand elles baignent dans l'eau, elles bougent dans tous les sens sans jamais réussir à trouver un état stable, car la position des groupements hydrophiles et hydrophobes sur la chaîne fait que c'est physiquement impossible. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsque l'eau disparaît, car les protéines vont pouvoir se stabiliser et adopter une conformation stable, appelée hélice alpha amphiphile, où elles vont avoir un côté hydrophobe et un côté hydrophile. C'est cette conformation qui va leur permettre de remplacer l'eau pour empêcher la dénaturation des membranes et des protéines. Avec le premier type de protéine, CAHS, qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule, quand cette cellule est hydratée, ces protéines n'ont pas d'impact significatif. Lorsque l'eau disparaît, les cellules non protégées voient leurs protéines se dénaturer, tandis que dans les cellules où des CAHS sont présentes, un maillage va se former. Les protéines CAHS vont former une sorte de gel très visqueux qui va apparaître et emprisonner les protéines, et même une petite partie de l'eau, afin qu'elles ne puissent ni se déplier, ni s'agréger entre elles. Après réhydratation, l'eau étant plus forte que ces protéines, elle va les forcer à retourner dans un état désordonné, pendant que cette même eau reprend sa place naturelle autour des protéines. Le métabolisme ne subit donc pas de dégâts significatifs, tandis que pour la cellule non protégée, le métabolisme est complètement détruit. Avec la protéine SAHS, l'action se situe à l'extérieur des cellules. Elle baigne dans un milieu extracellulaire et n'a pas d'impact pour le moment. Contrairement aux autres protéines intrinsèquement désordonnées, elle n'est pas composée d'hélice alpha amphiphile mais de feuillets bêta. C'est une autre forme d'organisation des protéines. Lorsque l'environnement extracellulaire va se déshydrater, ces protéines vont former une structure qui va empêcher les cellules de se dénaturer les unes les autres en fusionnant, mais qui va également prévenir les différents dégâts que pourraient subir les membranes plasmiques des cellules. Lors de la réhydratation, les cellules non protégées sont nécrotiques et donc détruites. En revanche, les cellules protégées par les SAHS ne subissent pas de dégâts. Les deux autres types de protéines ont une structure assez voisine de CAHS, mais protègent essentiellement les membranes de l'intérieur de la cellule, et en particulier des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de la cellule, puisqu'elles fournissent l'essentiel de l'ATP, qui est la source d'énergie du vivant. Lorsque la déshydratation se fait dans cette zone, les protéines MHS vont venir s'intégrer entre les phospholipides car ils possèdent cette fameuse structure amphiphile. Leur face hydrophobe va se placer vers la partie hydrophobe des membranes et la partie hydrophile vers l'extérieur hydrophile des phospholipides. Ce qui va empêcher les phospholipides de bouger et donc cela va stabiliser les membranes qui ne se dénatureront pas. Lors du retour de l'eau, les protéines se déstabilisent et laissent la place à l'eau. La membrane retrouve donc sa fluidité sans avoir subi de dégâts, tandis que les membranes non protégées par ce système seront dénaturées.
Pour résumer ce mécanisme de préservation permettant la cryptobiose, chaque type de protéine vient assurer la protection dans une partie donnée de la cellule, et cette dernière devient capable de survivre à la déshydratation, qui est en théorie mortelle pour le vivant. DSUP réduit les conséquences oxydantes de cette déshydratation quasi totale en protégeant l'ADN. CAHS protège essentiellement l'activité métabolique du cytoplasme. SAHS protège l'extérieur et les deux autres protéines protègent l'intégrité des centrales énergétiques de la cellule. Nous allons maintenant voir s'il n'y aurait pas un lien entre ces protéines et les super pouvoirs de résistance aux températures et aux pressions. Alors oui, il y a un lien. Pour la chaleur, les enzymes qui font fonctionner le métabolisme ne peuvent fonctionner que dans un intervalle de température précis. Pour nous par exemple, les cellules ne doivent jamais trop s'écarter des 37 degrés, sinon le métabolisme s'arrête. C'est pour cela que votre corps régule en permanence sa température. Les tardigrades, eux, préfèrent des températures plus basses, autour des 20 degrés. L'exposer à la chaleur quand il est actif sera donc mortel car ses enzymes vont cesser de fonctionner. Mais en cryptobiose, il n'y a plus de métabolisme. Il est totalement stoppé. Donc l'exposition à une température élevée n'aura pas d'impact, jusqu'à une certaine limite car même figées, les protéines se dénaturent à haute température, y compris les protéines de protection qu'il utilise. Et plus encore, à partir d'une très haute température, il va se mettre à brûler. Une cellule vivante hydratée va voir l'eau se changer en glace et former des cristaux. Or, les cristaux ont tendance à dénaturer les cellules car ils sont tranchants. Il y a également le problème de l'activité métabolique, qui nécessite un intervalle de température duquel on va également sortir. De plus, la glace utilise plus d'espace, donc la cellule aura tendance à éclater. En revanche, en cryptobiose, les niveaux d'eau étant infimes, le problème ne se pose plus. Il n'y aura pas d'impact sérieux. Au niveau de la pression, en état de cryptobiose, il ne s'agit plus de cellules fragiles, du fait des structures protéiques qui se sont formées pour la protection contre la déshydratation. Une cellule hydratée qui est comprimée va éclater sous la pression, tandis qu'une cellule déshydratée ayant la consistance d'un gel visqueux sera beaucoup plus malléable et va tout au plus légèrement se déformer. La cellule va ensuite reprendre sa forme initiale et n'aura pas subi de dégâts contrairement à la cellule hydratée. Pour faire une analogie, on peut comparer ça à la fable du chêne et du roseau. La structure formée par les protéines de protection est rigide, mais reste tout de même assez malléable. Juste assez flexible pour se déformer sans casser, comme le roseau. C'est pour cela que le tardigrade résiste à des pressions gigantesques lorsqu'il est en cryptobiose. Nous avons vu tout à l'heure que la cryptobiose ne fonctionnait pas si les tardigrades étaient déshydratés trop vite. C'est parce que les protéines de préservation ne sont pas présentes en grande quantité et en continu dans les cellules, sauf pour DSUP, la seule qui est continuellement exprimée. Pour que les autres protéines soient produites, l'organisme doit d'abord détecter qu'il y a une déshydratation de l'environnement en cours. Cette détection va produire ce que l'on appelle une cascade de signalisation. Pour la schématiser, on imagine au hasard 5 étapes, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Ici notre détecteur A, qui va activer et lâcher une molécule B, qui à son tour va aller activer C, elle-même activera D, et ainsi de suite, jusqu'au noyau de la cellule où se trouve l'ADN. Le composé E va déverrouiller l'accès à des gènes qui permettent de coder la fabrication des protéines de résistance. Des enzymes que l'on appelle des polymérases vont donc pouvoir venir lire ces gènes et fabriquer des ARN, que l'on peut voir comme des photocopies de notices de montage qui sont stockées dans l'ADN. Ces ARN vont migrer vers le cytoplasme pour rejoindre des éléments que l'on appelle les ribosomes. Les ribosomes vont assembler des chaînes d'acides aminés dans un ordre précis que communique l'ARN, et c'est ainsi que l'on obtient les protéines souhaitées. Ceci est d'ailleurs valable pour toutes les protéines de l'organisme. Certaines protéines contiennent également un code qui leur permet d'être prises en charge par les transporteurs de la cellule, par exemple vers les mitochondries, pour les protéines MAHS et LEAM. Voilà comment les tardigrades réagissent à la déshydratation et se préparent à la cryptobiose. Il faut donc un certain temps et une déshydratation trop brutale les empêche de finir à temps ces processus. Nous avons donc vu comment fonctionnent les super pouvoirs et pourquoi ils sont parfaitement explicables, même si tout n'est bien sûr pas encore élucidé dans les détails. Maintenant je vous propose de comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment ces mécanismes sont apparus et dans quelles circonstances, tout en faisant un petit résumé de l'évolution de la vie sur Terre pour poser le contexte, mais en restant très vague sur les dates car elles peuvent s'affiner en fonction des nouvelles découvertes. Tout d'abord, notre Soleil et notre planète se forment il y a environ 4,6 milliards d'années. Pour l'instant, aucune vie n'est présente. L'océan n'est d'ailleurs même pas encore formé, et l'atmosphère ne contient aucune trace de dioxygène. L'océan se formera ensuite pendant le refroidissement de la Terre, et on suppose que les premières formes de vie, des composés vraiment très simples, apparaissent il y a environ 4 milliards d'années. Mais c'est très difficile à dater précisément, il ne reste pas vraiment de traces fossiles de cette période.
Pour l'instant, il n'y a pas de dioxygène, ni dans l'océan ni dans l'atmosphère. La vie est donc anaérobie. Elle ne respire pas, mais commence déjà à évoluer. Quelque temps après ce démarrage, une forme de vie en particulier va se démarquer des autres, puisque c'est la seule qui laissera des descendants, dont nous, les tardigrades et tout ce qui vit sur Terre, faisons partie. Il s'agit de Lucas, le dernier ancêtre commun universel à toutes les formes de vie existantes aujourd'hui sur Terre. Un élément décisif dans l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre est l'apparition de la photosynthèse, qui va tout changer. Car ce processus permet de fabriquer de l'énergie à partir d'eau, de dioxyde de carbone et de la lumière du soleil, tout en rejetant de l'eau et du dioxygène. Ce dioxygène qui, à ce moment, est un déchet dont personne ne veut, et cela va bientôt avoir des conséquences sur les autres formes de vie. Il y a au moins 2,8 milliards d'années, apparaissent les cyanobactéries, descendantes des premiers organismes photosynthétiques, et qui, elles, vont pousser à des niveaux extrêmes la production de dioxygène, au point de déclencher le premier grand génocide de l'histoire de la vie sur Terre. En colonisant l'océan et en l'empoisonnant au dioxygène, elles vont causer la disparition de la majorité des formes de vie anaérobies, qui n'étaient pas du tout adaptées aux conséquences du stress oxydant, que va provoquer la forte présence de dioxygène. Les cyanobactéries d'aujourd'hui occupent tous les environnements de la planète. Pendant que la plupart des micro-organismes succombent au dioxygène toxique, certains ont la chance d'évoluer et de développer la respiration, processus qui permet d'utiliser le dioxygène pour produire de l'énergie. Ce sont les premières bactéries aérobies. Elles consomment du dioxygène rejeté par les cyanobactéries et rejettent du dioxyde de carbone. Mais le déséquilibre est trop grand, car les cyanobactéries règnent maintenant en maîtres et les taux de dioxyde de carbone océanique et atmosphérique commencent à chuter au fur et à mesure qu'elles le consomment. Entre moins 2,4 et moins 2,1 milliards d'années, ce qui devait arriver arriva, et les taux de dioxyde de carbone ayant trop chuté, l'effet de serre n'était plus suffisant pour maintenir une température moyenne clémente, ce qui provoqua la glaciation huronienne qui dura 300 millions d'années. Une mince bande d'eau liquide persistait probablement au niveau de l'équateur. C'est ce que l'on nomme la catastrophe de l'oxydation. Le dioxygène est très réactif comparativement au dioxyde de carbone, et après avoir oxydé les métaux présents dans l'océan, saturé l'océan lui-même, il se répandit dans l'atmosphère, oxyda les métaux de surface et ensuite commença à s'accumuler dans l'air ambiant, ce qui forma également la couche d'ozone en haute altitude. À la fin de cette grande oxydation, les cyanobactéries ne vont pas en rester là, mais un événement va rétablir de bonnes conditions de température, après 300 millions d'années d'ère glaciaire où tout aurait pu s'arrêter là. Des éruptions massives rejettent de grandes quantités de dioxyde de carbone et rétablissent donc un effet de serre acceptable, ce qui fait fondre la glace et reforme la surface de l'océan. Entre cette période et le Cambrien, de nombreuses révolutions dont nos ancêtres vont bénéficier, mais également les ancêtres des tardigrades. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, l'apparition de la vie multicellulaire, où des cellules vont se mettre à coopérer pour ne former qu'un seul organisme. Des bactéries aérobies vont se faire capturer par des cellules plus massives, mais qui ne savent pas respirer, et sont donc moins rentables sur le plan énergétique. Mais la digestion ne va pas se faire, et une synergie va apparaître. La bactérie produit de l'énergie en respirant le dioxygène. La cellule massive fournit une protection et des nutriments. Cette association issue de l'endosymbiose va se montrer extrêmement efficace et est à l'origine, entre autres, du règne animal. Les mitochondries de nos cellules sont donc les descendantes d'anciennes bactéries aérobies. Une seconde phase de ce processus d'endosymbiose va également se produire, mais cette fois avec une cyanobactérie. L'endosymbiose est encore plus efficace, car la cellule résultante n'a besoin que d'eau, de lumière, de dioxyde de carbone et de dioxygène qu'elle produit d'ailleurs elle aussi. Elle n'a pas besoin de matière organique car ce sont des cyanobactéries qui vont lui fabriquer, à partir de dioxyde de carbone et d'eau. Il s'agit des premières cellules végétales. Les descendants des cyanobactéries capturées sont maintenant appelés des chloroplastes. L'apparition de la vie sexuée est également une phase clé qui va permettre l'augmentation de la biodiversité au Cambrien et l'apparition de nouvelles espèces. Entre moins 540 et moins 480 millions d'années, nous sommes donc enfin au Cambrien, où les formes de vie complexes vont maintenant rapidement se diversifier, et dans lesquelles se trouve l'ancêtre des tardigrades. Il y a environ 480 millions d'années, pour la première fois depuis l'apparition de la vie, un animal marcha sur la terre ferme. L'apparition de la couche d'ozone des millions d'années plus tôt rend l'indice UV acceptable, et certains animaux ont développé des poumons primitifs compatibles avec une respiration du dioxygène de l'atmosphère. Il s'agit donc d'une évolution différente de celle que suivront les tardigrades. On pourrait penser que maintenant les choses vont se dérouler assez tranquillement, mais pas du tout. La Terre va connaître plusieurs périodes de bouleversements intenses qui vont forcer les formes de vie à évoluer et à développer de nouvelles compétences pour survivre. Il y a 440 millions d'années, une nouvelle glaciation va, en un temps relativement court, mais qui se compte tout de même en millions d'années, éliminer 85% des espèces vivantes.
Une fois la crise passée, la vie se rediversifie, mais est à nouveau confrontée à une extinction de masse il y a environ 374 millions d'années. Cette fois, c'est 75% des espèces qui disparaissent suite à une chute des niveaux de dioxygène. Si vous cherchez une définition de apocalypse, alors l'extinction Permien-Trias d'il y a 252 millions d'années pourrait parfaitement correspondre. Les volcans à l'origine des trappes de Sibérie entrent en éruption, et le dioxyde de carbone rejeté cause une acidification et une chaleur si intense que 96% des espèces vivantes vont disparaître. Il y a 201 millions d'années, ce sont à nouveau des volcans qui vont perturber la biodiversité, mais cette fois ils se situent dans ce que l'on appelle la province magmatique centre-atlantique. Cette nouvelle extinction de masse élimine 80% des espèces, mais elle va ouvrir la voie au règne des dinosaures. Et enfin, la plus connue des 5 extinctions de masse est celle qui marque la fin du règne des dinosaures non aviens, avec lesquels 75% des espèces disparaîtront. Ce sont une nouvelle fois les volcans qui causeront en partie cette extinction, mais avec la chute d'un astéroïde qui aggravera fortement les conditions de vie déjà difficiles suite au volcanisme intense. Pendant ce temps, les tardigrades s'en sortent plutôt bien. La diversité des espèces a sans doute été réduite au moment des extinctions de masse, mais ils sont toujours là. Il faut bien noter que la vie évolue en permanence, et que du Cambrien à nos jours, le nombre d'espèces complexes se compte sans doute en milliards. Hors bactéries, car leur diversité est si gigantesque qu'elle est difficilement estimable. Le nombre d'espèces complexes existantes aujourd'hui est, dans les estimations les plus optimistes, d'environ 20 millions. Autant dire qu'il ne reste pas grand-chose de la diversité à travers les âges. Dans la diversité d'aujourd'hui, nous ne voyons que ce qui a pu évoluer pour contourner les différentes pressions qui ont secoué l'environnement depuis cette époque et qui en ont pu laisser des descendants. Tout cela est une façon de replacer le contexte et montrer quelques phases décisives que la vie a dû affronter pour continuer à se développer. Maintenant, la question qui se pose est: comment la vie fait pour évoluer? Pour comprendre le processus d'évolution, il faut se pencher sur l'ADN. Quand des cellules se divisent, elles copient ou dupliquent leur ADN. Mais il est très rare que la copie soit exactement similaire à l'original. Et ça vient de la physique elle-même, et de l'imperfection matérielle des processus de polymérisation. Et parmi les erreurs possibles, ce que l'on appelle mutation, l'une d'elles est la duplication. Il peut arriver que des paires de bases, des gènes entiers ou même des régions chromosomiques entières se copient 2 fois au lieu d'une seule. C'est une erreur relativement courante et un moteur fondamental de l'évolution et de la diversification de la vie sur Terre. Mais à condition que cette mutation se transmette à la descendance. Ce n'est donc intéressant que dans les cellules germinales. À partir d'une cellule mère qui se divise, on obtient la cellule 1 et la cellule 2. En admettant que l'on se focalise sur une petite région de 3 gènes, on peut voir que la cellule 2 contient maintenant 2 fois la version du gène 2. La cellule 2 aura donc 2 gènes qui permettront de coder 2 fois pour la même protéine, qu'on représente ici en rouge. Jusque-là, il n'y a a priori rien d'extraordinaire. Éventuellement, on peut voir un effet bénéfique si cette protéine a un effet avantageux quand elle est produite plus efficacement, pourquoi pas. Dans certains cas, un excès de protéines d'un certain type peut avoir un effet au contraire pathologique. Mais dans l'absolu, nous allons considérer que dans ce cas général, il n'y a pas d'impact significatif. Entre-temps, la cellule continue de se diviser, et de nouvelles mutations apparaissent. Chez l'une de ses descendantes, on imagine qu'une autre mutation possible, il en existe 4, apparaissent sur l'un des 2 gènes jumeaux. Ici, on imagine une insertion. C'est quand lors de la duplication, des bases en trop sont ajoutées. Il n'y a donc plus 2 gènes identiques, mais un gène qui a conservé sa fonction d'origine, et un nouveau gène bien distinct qui donne une nouvelle fonction à une nouvelle protéine. Si cette protéine est sans effet ou utile, le gène se transmettra car l'individu survivra et se reproduira. Si elle est nuisible, l'individu ne survivra pas. Si l'on répète ce scénario des milliers ou même des millions de fois, on finit par avoir des milliers de gènes présents dans les génomes des différentes espèces, et c'est précisément ce que l'on observe aujourd'hui. Pour transposer ce principe général aux tardigrades, le scénario le plus probable est que les ancêtres des tardigrades possédaient un gène ancestral très commun aux espèces résistantes à la déshydratation, un gène qui code pour une protéine impliquée dans un processus de l'embryogenèse tardive, la protéine Léa. On la trouve notamment chez les plantes résistantes à la sécheresse. Elle est intrinsèquement désordonnée et assez voisine des protéines de protection qu'utilisent les tardigrades. Si l'on imagine que c'est bien ce type de gène qu'ils possédaient à l'origine, qui s'est copié et dont les copies ont muté de façon indépendante pour donner les familles de gènes présents chez les tardigrades actuels, alors leurs capacités deviennent beaucoup plus compréhensibles et beaucoup moins surnaturelles. Ça, c'était pour le côté génétique. Mais il ne suffit pas qu'une mutation, qui est totalement aléatoire, apparaisse pour qu'elle se transmette et finisse par faire partie intégrante des génomes d'une nouvelle population. Il y a un autre facteur
qui va sélectionner ou rejeter ces mutations, c'est la sélection naturelle. Pour l'illustrer, on imagine deux populations de tardigrades d'une même espèce, dont quelques-uns possèdent des mutations intéressantes qui les rendent légèrement plus résistants à la déshydratation que les autres. L'une des populations reste sagement dans l'océan, l'autre s'est imprudemment aventurée dans une lagune. Des changements environnementaux surviennent et la conséquence est une baisse du niveau de la mer. Les tardigrades restés en mer ne sont pas impactés et ne subissent donc aucune pression de sélection. L'eau de la lagune va en revanche s'évaporer et exposer les tardigrades de la population 2 à une déshydratation. Une pression de sélection est donc en cours dans cet environnement. Ensuite, un épisode de pluie vient réhydrater la lagune et les tardigrades survivants contre la déshydratation peuvent reprendre vie, tandis que ceux qui génétiquement étaient trop peu préparés sont morts. Ceux qui étaient suffisamment résistants vont à nouveau se reproduire et transmettre ces capacités. Multipliez cela par des milliers ou des millions de cycles, et à terme, la population de tardigrades de cette lagune ne sera composée que de tardigrades qui résistent efficacement à la déshydratation et à la réhydratation. Il est probable que ce soit de cette manière que les tardigrades terrestres ont acquis leur super pouvoir. Et comme pour toutes les espèces, l'évolution continue. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. L'objectif était réellement de montrer qu'une investigation scientifique complète permet de comprendre ce sujet, même sans maîtriser toutes les disciplines de biologie qui sont utilisées ici, et qu'il faut vous méfier de ce que vous entendez, notamment sur internet, au sujet des thèmes scientifiques qui paraissent à première vue un peu trop extraordinaires. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, chaque diapo étant numérotée, dans la description, il y a un lien vers un drive où les sources nécessaires sont classées en fonction des numéros de diapositives. Merci encore pour votre attention.